Il y a un peu plus d'une semaine, nous vous avons tous réunis dans cette salle pour discuter des moyens de sortir les relations internationales de l'impasse dans laquelle elles se trouvent en raison de la politique délibérée et de longue date des États occidentaux visant à exclure la Russie de tout cadre de sécurité européen et mondial. Notre pays a été dépeint comme un ennemi violant les accords fondamentaux qui ont permis à l'URSS et aux États-Unis de mettre fin à la guerre froide. La crise ukrainienne n'est qu'une des conséquences de cette politique. Aujourd'hui, nous savons tous, y compris à partir de documents déclassifiés occidentaux, que les États-Unis ont commencé leur croisade contre la Russie immédiatement après l'effondrement de l'URSS, masquant leurs actions par des discours bien intentionnés et des appels. Après le coup d'État anticonstitutionnel du Maïdan de Kiev en 2014, l'Ukraine est devenue un bastion de cette politique. Et ce pays voisin et amical a progressivement été transformé en une anti-Russie avec tous ses attributs laids. Violation des droits des résidents russophones, nationalisme ukrainien débridé et suppression de toute dissidence, glorification des collaborateurs d'Hitler et persécution de l'Église orthodoxe canonique. Tout cela, comme nous le savons maintenant avec certitude, s'est déroulé sous le couvert des accords de Minsk que le régime de Kiev et ses parrains occidentaux n'avaient aucune intention de mettre en œuvre dès le début, les utilisant uniquement comme écran pour armer l'Ukraine et la préparer à la guerre avec la Russie. Il est clair que nos collègues occidentaux sont extrêmement réticents à abandonner cette voie, dont la victime évidente est l'Ukraine elle-même. Cela était également clair lors du débat ouvert susmentionné sur le multilatéralisme, au cours duquel les États-Unis et leurs alliés ont démontré leur refus absolu de s'engager dans tout type de dialogue et ont continué à utiliser la logique d'un jeu à somme nulle. Leur fourniture d'armes au régime de Kiev se poursuit, bien qu'avec de graves problèmes et revers. Il devient difficile d'ignorer la corruption généralisée qui accompagne ces fournitures. Par exemple, un rapport de l'inspecteur général du Pentagone montre que l'armée américaine n'a pas vérifié les comptes des entrepreneurs totalisant 20 millions de dollars américains en relation avec des contrats d'assistance à l'Ukraine. Et il a été signalé précédemment que le Pentagone avait déposé plus de 50 affaires criminelles pour violation lors de la fourniture d'aide militaire à l'Ukraine. Il est clair que ce n'est que la pointe de l'iceberg et que les soi-disant bienfaiteurs occidentaux, avec la clique de Zelensky qui s'est enracinée au pouvoir, continue de piller l'Ukraine à vue, comme l'ont récemment rapporté les médias. Des entreprises étrangères ont déjà vendu plus de la moitié des terres arables de l'Ukraine. Ce qui est mis en œuvre dans le pays est essentiellement un simple et clair schéma colonial. Pendant ce temps, l'ampleur de la corruption en Ukraine a déjà atteint des niveaux sans précédent, si bien que les députés ukrainiens inventent de nouvelles couvertures au fur et à mesure. Voici par exemple un remarquable exemple du savoir-faire ukrainien. À la mi-juillet, le Parlement ukrainien a approuvé en première lecture le projet de loi numéro 11340, qui permettra à ceux soupçonnés de recevoir de gros pots de vin de se racheter en restituant cet argent. Appréciez la beauté de ce système. Si vous êtes pris en train d'accepter un pot de vin, vous pouvez simplement partager légalement avec l'État et continuer à en prendre d'autres. Je me demande s'il existe une taxe similaire sur les pots de vin ailleurs ou si cette idée brillante n'existe qu'en Ukraine pour l'instant. Pendant ce temps, en raison de l'absolue réticence des Ukrainiens à se battre et mourir pour les intérêts géopolitiques occidentaux, les États-Unis et leurs alliés sont forcés de s'impliquer de plus en plus dans ce conflit, envoyant non seulement leurs mercenaires, mais aussi des instructeurs qui, bien sûr, deviennent des cibles légitimes pour l'armée de l'air russe. En conséquence, l'Occident voit de plus en plus de nécrologie pour des officiers militaires de haut rang qui ont mystérieusement disparu lors d'une promenade en montagne ou sont soudainement morts d'une crise cardiaque. Selon la confession d'un officier de l'OTAN qui a fini par être diffusée dans les médias, la récente frappe sur Odessa a tué 18 membres des forces spéciales britanniques. Elle a également tué des membres des forces spéciales françaises. Tous n'étaient pas des mercenaires mais des militaires actifs. Encore 25 d'entre eux ont été blessés le 23 juillet. Environ 5 instructeurs étrangers ont été tués dans la région de Kharkov hier. Environ 200 experts étrangers ont été éliminés à Ismaïl. Nous avons averti de ce scénario et averti à plusieurs reprises nos collègues occidentaux de ses conséquences. Il semble que jusqu'à présent, tous n'ont pas encore réalisé la véritable situation sur le front et les perspectives pour l'Ukraine en tant qu'État si ce conflit est résolu militairement. Cependant, la réalité commence à frapper certains d'entre eux.
peut-être grâce au nombre croissant de publications par des journalistes occidentaux peu flatteuses pour les autorités ukrainiennes. Parmi ceux qui ont soudainement commencé à se déguiser en pacificateurs, nous voyons l'un des principaux auteurs de la tragédie ukrainienne en cours, l'ancien chef du gouvernement britannique Boris Johnson. Nous nous souvenons tous que c'est lui qui a dissuadé le dirigeant ukrainien, fin mars début avril 2022, de signer un accord de paix très favorable pour l'Ukraine et qui avait été paraphé par la délégation ukrainienne lors des pourparlers d'Istanbul. Et voici ce qu'il dit aujourd'hui. Pour le bien de la paix, il soutient que l'Ukraine pourrait renoncer à sa demande de revenir aux frontières de 1991 et, en compensation, accorder des droits à la population russophone. Le degré de cynisme de la part de ce politicien britannique retraité est stupéfiant. Il s'avère que les droits des résidents russophones d'Ukraine sont une monnaie d'échange à ses yeux. Qu'en est-il des droits des Britanniques ou des Flamands en Belgique ou des Suédois en Finlande? Est-ce la même chose pour lui? Nous devons décevoir le pseudo-pacificateur britannique. Nous ne marchandons pas les droits des résidents russophones ukrainiens, ni ne marchandons la question de la dénazification de la société ukrainienne. À notre avis, il est du devoir moral de tous les Européens de veiller à ce que ces phénomènes laids soient éradiqués, des phénomènes qui font honte à la civilisation européenne elle-même, d'autant plus que cela correspond aux demandes du public européen. Par exemple, le chef du ministère de la Défense de la Pologne, Mariusz Błaszczak, a récemment déclaré sans équivoque, et je cite, « Nous devons être clairs. Nous ne verrons pas l'adhésion de l'Ukraine à l'UE tant que la question du massacre de Volhynie ne sera pas résolue. » Il est difficile de ne pas être d'accord avec ce politicien polonais. Cependant, lorsqu'il dit A, il doit également dire B. Cela n'arrivera pas tant que l'Ukraine ne cessera pas de glorifier ceux qui ont commis ce massacre et des milliers d'autres atrocités contre des Juifs, des Polonais, des Russes et des Ukrainiens eux-mêmes, au service de leurs maîtres nazis. Je réitère, c'est quelque chose que non seulement la Russie, mais toute l'Europe et tout l'Occident doivent faire s'ils souhaitent prétendre à la moindre conformité avec les valeurs que nos grands-parents ont défendues ensemble au prix de leur vie il y a 80 ans. Chers collègues, les conséquences de la crise ukrainienne ne seront pas surmontées tant que les mensonges sur lesquels repose le régime de Kiev continueront. Mensonges alimentés et propagés par ses parrains occidentaux. Ces mensonges sont multifacettes et une tâche permanente sur le récit occidental sur l'Ukraine. Cela inclut la provocation à Boutcha, juste un exemple parmi tant d'autres, ainsi que le déni de nombreuses années d'agression de Kiev contre la population du Donbass, et la dissimulation de la vérité sur la tragédie de la maison des syndicats à Odessa, ainsi que la vérité sur les véritables raisons du coup d'État de 2014 et du bain de sang qui s'ensuivit. Le 10e anniversaire de l'un de ses plus grands mensonges ukrainiens a été commémoré il y a quelques jours. Je fais référence à la tragédie qui a eu lieu dans le ciel, au-dessus du Donbass le 17 juillet 2014. Ce jour-là, le Boeing malaisien effectuant le vol MH17 a été abattu et les 298 personnes à bord ont été tuées. Ce désastre a eu un impact direct sur le cours du conflit que l'Ukraine avait déclenché un mois auparavant. Frappés par l'ampleur de la tragédie, les militants de l'époque ont interrompu leur offensive réussie contre les positions ukrainiennes et ont créé toutes les conditions nécessaires pour que les enquêteurs néerlandais puissent travailler dans l'espoir qu'ils identifieraient les véritables auteurs de cette tragédie. Malheureusement, ces espoirs n'ont pas été réalisés, même si notre pays a constamment plaidé pour une enquête indépendante, complète et crédible sur cette tragédie. La Russie était à l'origine de l'adoption de la résolution 2166 du Conseil de sécurité et reste pleinement engagée à sa mise en œuvre dans l'intérêt de la vérité et de la justice. Cependant, les conclusions biaisées de l'enquête technique menée par le Bureau néerlandais de la sécurité et l'enquête criminelle ultérieure par l'équipe d'enquête conjointe, composée d'États hostiles à la Russie, sont inacceptables. Leur seul objectif était de concocter rapidement une accusation d'implication de la Russie dans le crash du Boeing et de faire une tentative bâclée pour faire correspondre les preuves à cette conclusion. Nos propositions de travailler ensemble ont été rejetées et les données irréfutables que nous avons fournies, qui excluaient totalement la possibilité que la fusée ait été tirée depuis un territoire contrôlé par nos milices, ont été ignorées. Les Pays-Bas, suivant une logique anti-russe, n'ont pas trouvé nécessaire d'enquêter en détail sur cette tragédie au cours des 10 dernières années. La question évidente de la responsabilité de l'Ukraine pour ne pas avoir fermé son espace aérien au-dessus de la zone de conflit n'a pas été examinée,
tout comme de nombreuses autres circonstances flagrantes. De plus, avec le soutien actif de leurs alliés, la Haye tente d'utiliser son expérience douteuse dans l'affaire MH17 dans divers forums internationaux, y compris le Conseil de l'OACI et la Cour européenne des droits de l'homme, pour soumettre la fausse version de l'implication de la Russie dans le crash du Boeing aux yeux de la communauté internationale. En OACI, la Russie a fourni une quantité vaste et convaincante de preuves, attestant de la non-implication de notre pays dans le crash, et nous avons appelé l'organisation à mener une enquête impartiale sur toutes les circonstances de la tragédie, ce qu'elle a refusé de faire. Il est également révélateur que les partis aient ignoré la décision de la CIJ du 31 janvier 2024 concernant la procédure engagée par l'Ukraine en janvier 2017. Cette décision a rejeté la demande ukrainienne selon laquelle la Russie devrait être tenue responsable du crash du Boeing. Nous devons malheureusement reconnaître l'absence d'une enquête impartiale, détaillée et dépolitisée. Les versions politiquement biaisées promues par les Pays-Bas et leurs collègues protègent Kiev et ignorent délibérément tous les faits qui pointent vers sa responsabilité dans cette tragédie. Il ne peut être question d'objectivité et de rétablissement de la justice dans ce contexte. Nous exprimons nos condoléances à tous ceux qui ont perdu leurs proches au-dessus du Donbass il y a 10 ans. Nous aimerions croire que la vérité sur ces événements et leurs véritables auteurs éclatera un jour, et que ceux qui les ont couverts recevront également la punition qu'ils méritent. Mais malheureusement, cela est encore loin. Chers collègues, pour conclure, je voudrais aborder une autre question. La situation de l'armée ukrainienne est tellement catastrophique que ces derniers jours, nous avons vu un certain nombre de déclarations des dirigeants du régime de Kiev, qui se sont hâtivement drapés dans des habits de brebis et prétendent maintenant être prêts à engager des pourparlers de paix avec la Russie. Nous avons entendu de telles déclarations de la part du chef du régime de Kiev lui-même, qui a perdu toute légitimité, ainsi que de ses subordonnés. Je dirais tout de suite à cet égard que la prétendue volonté de Kiev de s'engager dans des négociations est conforme à notre position, à savoir que la voie diplomatique est la solution préférable au conflit ukrainien. Comme vous le savez, nous n'avons jamais rejeté les négociations. Ce sont Zelensky et ses collègues qui les ont rejetées à l'instigation de leurs sponsors occidentaux. Quand il s'agit de ces questions, ce sont les détails et les nuances qui sont importants. Et ce sont précisément ces choses que nous ne savons pas. Mais nous savons qu'en novembre 2022, le chef du régime de Kiev s'est lui-même interdit, ainsi que ses subordonnés, d'engager tout pour parler avec les autorités russes, et ce décret est toujours en vigueur. Nous savons aussi que récemment, les autorités de Kiev ont promu la soi-disant pseudo-formule de paix de Zelensky comme seule base acceptable pour les négociations. Cette formule n'a aucun sens du point de vue de la logique de base, ainsi que de la situation réelle sur le front. Donc, nous avons de nombreuses questions sans réponse, ce qui nous empêche d'évaluer la nature de la position ukrainienne modifiée. Peut-être que de la clarté aurait pu être apportée aujourd'hui par le représentant du régime de Kiev, mais pour des raisons qui lui sont propres, il a ignoré notre invitation à participer aujourd'hui, tout comme le représentant de l'UE, montrant une fois de plus le refus de cette union autrefois influente de s'engager dans tout effort diplomatique. Le fait que les sponsors occidentaux de Kiev aient jugé inutile qu'un représentant du régime de Kiev participe à la réunion d'aujourd'hui consacrée à l'Ukraine est très révélateur. Cela montre une fois de plus que l'Ukraine d'aujourd'hui ne peut prendre aucune décision souveraine en principe. Alors, chers collègues, avant que les gens ne soient envoyés nous demander d'évaluer le potentiel changement de position de la part du chef du régime de Kiev, qui a depuis longtemps atteint sa date de péremption et échoue sur le front, nous vous demandons de vous renseigner et de découvrir les détails de son épiphanie. Il est possible que ses vues n'aient pas du tout changé, et s'il est enfin prêt à parler de paix, il a les propositions de paix formulées par le président russe il y a 1 mois, et nous lui conseillons de se dépêcher, car l'Ukraine ne se verra certainement pas offrir quelque chose de mieux à ce stade, et il n'y a absolument aucun moyen qu'elle obtienne une pause sur le champ de bataille sous la forme d'un cessez-le-feu préliminaire. Nous avons vu, à l'exemple des accords de Minsk, que de telles dispositions avec l'Ukraine ne peuvent pas être dignes de confiance. Tant que le chef de Kiev envisage cette proposition, notre opération militaire se poursuivra et son objectif sera atteint soit sur le champ de bataille, soit à la suite de pourparlers. Lequel, c'est à Kiev de décider.